Se procurer des médicaments dans la rue ou au marché comme on achèterait de simples légumes. C'est possible dans de nombreux pays africains. Il s'agit souvent de faux médicaments dangereux pour la santé, mais leur bas prix attire les clients à faible revenu. Pourvu de moyens que je suis, donc je vais m'en procurer de médicaments Chalina qui est à bas prix, vraiment qui soigne presque tout le monde. Parce que au moins 90% de Congolais qui vivent au produit Chalina. Au Cameroun, ces médicaments sont généralement 2 fois moins chers que ceux disponibles en pharmacie. Et d'après les vendeurs, les plus pauvres ne sont pas les seuls à venir les acheter dans la rue, appelés ici le poteau. Les centres de santé privés, les cliniques, tous les cliniques qui sont dans la région littorale, ils fonctionnent comment? Avec les médicaments au poteau. Avec les médicaments du poteau, ils ne partent jamais en pharmacie. Hein? Même les hautes personnalités viennent acheter les médicaments chez nous. En Afrique, on estime que 30% des médicaments en circulation sont des faux. Les médecins sont très inquiets. La plus grande menace dans les médicaments de rue, c'est le décès. Il n'y a que ça. Parce que parfois, aujourd'hui même pour voir les malades qui se rendent vraiment à l'hôpital, ça veut dire qu'ils ont déjà fini d'utiliser les médicaments de rue. Ça n'a pas marché avant qu'ils soient rendus à l'hôpital. Ainsi, en 2013, plus de 120 000 enfants africains sont morts à cause d'un faux antipaludéen. D'après l'ONU, la majorité des médicaments contrefaits qu'on trouve en Afrique sont fabriqués en Inde et en Chine. Et un trafic qui rapporte 20 fois plus que le trafic de drogue. On en parle tout de suite avec Bernard Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IRACM, l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, donc qui lutte contre ces faux médicaments. Première question, qu'est-ce qu'on entend exactement par faux médicaments? Est-ce que ce sont des médicaments dangereux qui risquent de faire mourir ceux qui les prennent? Alors, il y a toutes sortes de faux médicaments. Il y a des médicaments qui n'ont pas de principe actif. Il y a des médicaments qui ont un principe actif atténué, c'est ce qu'on voit en général. Il y a des médicaments qui contiennent des saletés. Vous en avez rencontré dans le cadre de votre travail? On a vu, par exemple, des médicaments qui contenaient du produit de batterie de voiture qu'on donnait aux petits-enfants qui ont mal aux dents. Et donc, l'effet est terrible. Et puis, on a vu, notamment au Niger, des enfants qui étaient vaccinés avec l'eau du fleuve. Donc dans certains de ces pays africains, jusqu'à 60% des médicaments sont des faux médicaments. Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement touchés ou est-ce que ça concerne l'ensemble du continent? C'est très général. Sur les 54 États africains, il y en a 37 qui sont très touchés. Et l'Afrique subsaharienne est vraiment très touchée. La partie anglophone, le Nigeria est non seulement très touché au niveau consommation, mais produit des faux médicaments, l'Afrique du Sud, le Kenya et aussi tous les pays francophones. Parce que donc, le Nigeria produit des faux médicaments, mais la plupart de ces faux médicaments, d'où proviennent-ils? Alors, ils viennent par container, très généralement, de Chine et d'Inde. Mon institut aide l'Organisation mondiale à former les douaniers locaux pour être capables de repérer les containers, parce que 10 000 containers sur un bateau dans lequel va-t-on trouver des faux médicaments. Et dans les dernières campagnes que nous avons menées, où on a quand même pris, il y a 3 ans, 550 millions de doses, ce qui n'est pas rien. Et l'année dernière, 113 millions, ça venait pour l'essentiel de Chine et d'Inde. Alors c'est un trafic qui est en constante progression, qui rapporte énormément d'argent. Comment lutter efficacement contre ce fléau? Quels sont les obstacles sur le continent africain notamment? Alors, le premier obstacle qu'on a, c'est le fait que les gouvernements n'en font pas une priorité. Ils ne font que réagir mollement ou coup par coup. Lorsque nous, on aide à trouver les médicaments dans les containers, formidable, les douaniers font des procédures, mais ensuite, il faudrait que les procureurs lancent des commissions rogatoires internationales, remontent les filières, localisent et gèlent l'argent. Or, il ne se passe rien de ce point de vue-là. Les lois sont très primitives, c'est-à-dire c'est encore du niveau t-shirt Lacoste, où il y a le problème de propriété intellectuelle, mais pas le problème de santé publique dans la contrefaçon. On a des pays qui ont des lois où c'est en jour le nombre de les peines de prison. Le résultat est que ce n'est pas dissuasif et le résultat est que les lois aussi ne permettent pas l'entraide judiciaire internationale qui est indispensable car c'est une délinquance internationale. Oui, effectivement, hein, du même type que le trafic de drogue. Vous en savez quelque chose puisque vous avez été juge d'instruction, vous avez travaillé sur ces questions de la drogue. Il faut plus de coordination justement entre douaniers, policiers, autorités politiques. C'est ça le gros problème? Et une vraie volonté politique, c'est-à-dire il faut que les gouvernements veuillent vraiment
que l'on remonte aux sources du trafic. Alors en Afrique, en plus, on a un autre problème, dans la mesure où les ressources des ministères des Finances, c'est les taxes à l'importation. Lorsque nous, on lance des campagnes pour détecter les médicaments dans les containers, pendant ce temps-là, ils ne détaxent pas les voitures qui sont la principale rentrée pour les ministères des Finances. Donc un manque de volonté il y a quelque chose politique. de vicieux aussi dans le système. Merci beaucoup Bernard Leroy d'être venu dans le Journal de l'Afrique pour parler donc de cette contrefaçon de médicaments.